Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois guérir par la musique. Comment la musique influence-t-elle nos comportements? Adoucit-elle vraiment les mœurs? Pourquoi avons-nous tant besoin de musique? Et enfin, la musicothérapie est-elle une discipline sérieuse? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. La musique se vit et se ressent. Elle se partage aussi dans les ateliers du rythme, notamment à Saint-Gilles, avec un cours de pratique des rythmes du monde. Pour Lady Valentine, elle est un terrain d'expression et de création. Après un drame familial, la jeune artiste a décidé de se consacrer pleinement à sa carrière musicale. Luc Béhuir, Arnould Massard, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Luc Béhuir, vous êtes compositeur et également vous enseignez la psychologie au Conservatoire de Liège. Arnould Massard, vous êtes également compositeur. Vous enseignez le rythme et l'harmonie au Conservatoire de Bruxelles cette fois. Et vous avez créé les ateliers du rythme. Alors, peut-être pour comprendre ce que cela signifie réellement, je vous propose de regarder ce premier reportage qui est signé Angélique Tasio et Jean-Louis Gios. Tous les vendredis soirs, un groupe de passionnés se retrouve à Saint-Gilles. Mais que font-ils? Ces adultes rejoignent tout simplement Arnould Massard, qui est l'initiateur des ateliers du rythme et l'instigateur des cours de pratique des rythmes du monde dans les académies. Mais l'idée de génie justement d'Arnould Massard, notre professeur, c'est qu'il a étudié les différents rythmes du monde et il en a structuré les différentes formes et il peut alors nous les apprendre. Et donc on développe ce sens du rythme pour arriver à égalité avec les autres composantes de la musique, donc la mélodie, les arrangements, l'harmonisation, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un exercice où c'est le corps qui est en action. Donc c'est pas tant cérébral, mais c'est vraiment, on apprend à intégrer des pulsations avec sa structure physique. Ce qui donne de l'assurance après quand vous voulez jouer avec d'autres personnes ou jouer d'un instrument. Donc voilà, ça c'est un point important. Et puis on travaille à plusieurs. Donc souvent on travaille de manière circulaire. Donc, tous les élèves se mettent en cercle, on fait passer des pulsations, c'est un peu des mini-concerts entre nous. Et comme ça, on apprend aussi à écouter les collègues. Et mine de rien, ça nous connecte. Donc c'est un endroit un peu privilégié où il se passe quelque chose un peu d'organique à plusieurs. Boum, début. Boum, taka, boum, ta. Ta, boum. Taka, boum, taka, boum, ta. Ta, boum. La musique habite nos vies, de gré ou de force. Envahissante pour certains, elle épaule les achats, conditionne les attentes au téléphone, les trajets en voiture, les visites médicales. Dans cet univers ambiant d'agression acoustique, faire abstraction du monde environnant et se replonger en soi pour ressentir des sons amène à une forme d'intériorité. Vitesse moyenne. Et quand il y a eu osmose, je trouve que c'est génial, quoi. On oublie tout. Et ça fait du bien. C'est presque une séance de yoga, une séance de relaxation. Pour moi, l'intérêt, c'est vraiment de faire une transition entre le monde professionnel un peu plus classique et des activités extérieures, et parce que ça passe vraiment par le ressenti du corps. Ça passe partout. C'est le visuel, c'est le corps, c'est l'intuition. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est plus en train de réfléchir et qu'on suit vraiment ce qui se passe. Ça vient tout seul et on trouve des petites techniques. Quelque chose qui passe par la tête, une petite voix qui passe par la tête, une petite mélodie qui passe par la tête. Ou tout simplement, on va trouver quelque chose avec ses mains pour retrouver le rythme, ou avec ses pieds. Voilà, ça passe vraiment par... c'est intuitif presque. La, ga, ma,
la. Un autre effet bénéfique incontestable de la musique est le fait de relier les individus qui partagent une émotion ou participent ensemble à un événement collectif. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une manière d'approcher la musique et de mieux comprendre après d'autres rythmes, et en particulier le jazz ou des musiques orientales, hindoues. Et Arnould nous explique un petit peu comment, basé sur un même rythme, mais avec des intonations différentes, on arrive à faire sonner des choses complètement différentes. Et donc ça, je trouve ça passionnant. Arnould Massart, pourquoi est-ce que vous avez souhaité créer de tels ateliers ? Parce qu'il y avait une demande. En fait, je donnais cours de jazz à Namur à cette époque-là. Et en fait, j'ai tout de suite remarqué que les étudiants butaient sur des problèmes de rythme. Alors je me suis dit, on va faire simple, on va mettre les instruments de côté, on va oublier la théorie musicale et on va retrouver le rapport qu'il y a entre notre corps et le rythme, tout simplement, et on va le reconstruire et le redécouvrir comme ça pour pouvoir ensuite l'appliquer dans des situations musicales. Ça, c'était le point de départ. Alors après, il y a eu des embranchements nombreux, et puis on est arrivé à la situation actuelle. Oui, donc vous enseignez, ces ateliers s'enseignent un peu partout maintenant. De plus en plus. Maintenant, il y a de plus en plus d'académies qui ouvrent officiellement ce cours de pratique des rythmes musicaux du monde, tel qu'il s'appelle pour le moment. Et donc, moi, je suis évidemment tout à fait satisfait de cette situation, parce que ça permet justement d'entrer dans un autre rapport que le rapport à la théorie musicale ou le rapport à la lecture, qui est un rapport tout à fait particulier dans l'activité musicale. Et on les voit, vous êtes pieds nus là-dedans. Est-ce qu'il y a une raison? C'est quoi? C'est se rattacher plus à la terre? Oui, il y a le contact avec le sol. Vous savez, par exemple, si vous faites un mouvement, je parle des femmes, si vous avez des hauts talons, vous êtes dans une position, votre bassin est dans une position complètement différente. Donc votre rapport au sol est complètement différent aussi. Et donc naturellement, on enlève nos chaussures. Ça ne veut pas dire qu'on est pieds nus, on peut garder nos chaussettes, mais on a ce rapport au sol. Et ça nous permet de ressentir mieux notre équilibre aussi, qui intervient quand même pas mal dans le phénomène rythmique. Et ce genre d'atelier, est-ce que ça donne une autre vision du monde ou de notre environnement? Ça, ce n'est pas l'objectif premier, mais je pense que c'est un résultat par surcroît, comme certains des stagiaires semblent l'avoir expliqué. Ce n'est pas le but, mais il est clair qu'à partir du moment où on pratique le rythme ensemble pendant un temps relativement entretenu, il y a des effets qui se font sentir et on ne se voit pas les uns les autres, on ne se voit pas, on ne se considère pas, on n'a pas la même perspective vis-à-vis de la façon dont on voit le monde autour de soi. Alors, la musique influence-t-elle nos comportements, Luc Béhuir? Vous avez un sentiment qu'il y a une incidence là? Ah oui, bien sûr, et à plusieurs niveaux. D'abord, il y a un niveau vraiment qui est tout à fait personnel. Le fait d'apprendre ou de pratiquer la musique va développer certaines parties du cerveau, d'une part. Donc personnellement, ça va influencer tous les comportements. On sait par exemple que l'apprentissage de la musique va produire notamment une amélioration dans les fonctions exécutives, c'est-à-dire dans l'organisation d'un travail, la planification, la stratégie pour arriver à résoudre un problème. La musique va, à ce moment-là, déjà influencer le comportement. Maintenant, au niveau social, c'est indéniable. La musique, Arnould Massart en parlait, à un moment donné, il se synchronise dans le rythme. Eh bien oui, la synchronisation des cerveaux. La musique est avant tout, synchronise les cerveaux. Et c'est pour ça que quand on est dans une salle de concert, qu'est-ce qui fait aussi le succès de l'artiste qui est là? Le rythme, la mélodie, les paroles. Et on voit parfois dans ces concerts des milliers de personnes qui se synchronisent, non pas uniquement sur le corps et le mouvement, sur les paroles, sur l'émotion. Donc l'influence de la musique au niveau social est indéniable. Vous dites aussi que la musique influence le cerveau. On a eu plaisir d'avoir eu sur ce plateau Steven Lorès il y a peu de temps. De quelle manière est-ce que la musique influence le cerveau, justement? Il y a à plusieurs niveaux. Déjà, surtout l'apprentissage. Avant 12 ans, l'apprentissage de la musique va avoir un impact général sur le reste de l'existence de la personne qui apprend cette musique. La lecture des symboles, des notes, déjà, est impressionnante. Il faut parfois lire deux clés en même temps. C'est comme si on lisait deux lignes en français et en anglais en même temps. Il y a, dans cette partition, on va y avoir le rythme il va falloir mémoriser. Donc on va travailler sur différents types de mémoire. Il va y avoir la psychomotricité, car la partition va déclencher un mouvement, par exemple pour le pianiste, pour le violoniste, va déclencher un mouvement. Ce mouvement va déclencher un son sur l'instrument. On va l'écouter dans l'immédiateté du son. On va le corriger même, et parfois même, on va déjà anticiper les sons qui suivent. Donc le cerveau, c'est un feu d'artifice.
à ce niveau-là. Et on a remarqué, grâce justement à l'IRM, aux images magnétiques qu'on peut voir maintenant, le cerveau en live, je vais dire, on peut remarquer aussi que certaines parties de musiciens sont beaucoup plus épaisses que d'autres. Certaines parties du cerveau sont plus épaisses, notamment liées à la mémoire ou liées à la motricité. Donc ça a vraiment un impact énorme sur l'existence du jeune. Et en fait, ce qui serait vraiment, M. Massard dirait la même chose, ce qui serait vraiment l'idéal, c'est que tous nos jeunes apprennent la musique avant 12 ans, comme les langues. Voilà. Mais ce qui veut donc dire, si je vous entends bien, c'est qu'il y a des cours de musique qui sont donnés en première humanité, mais c'est presque trop tard. C'est avant qu'il faudrait le rendre obligatoire dans... Tout à fait. Je pense que le cerveau va commencer à se développer. Il y a ce qu'on appelle la myélinisation du cerveau. Donc la vitesse de conduction entre les différents neurones va augmenter d'1 mètre à 100 mètres par seconde jusqu'à l'âge de 12 ans. Ces connexions neuronales vont se construire avec notamment des apprentissages. Et comme la musique va vraiment occuper l'ensemble des deux hémisphères et la liaison entre les deux, le corps calleux, qui est beaucoup plus important chez les musiciens, il est indéniable qu'il faut apprendre la musique avant 12 ans. Et voir donc la pratique d'un instrument, quel qu'il soit, mais la pratique d'un instrument dans n'importe quel style de musique, et la pratique du rythme, indéniablement aussi est importante parce que ça va aider pour l'apprentissage des langues, même pour l'apprentissage d'autres fonctions cognitives, quoi. Arnould Massard, vous aussi, quelque part, vous essayez que tous les sens soient mis en exergue dans la musique par ce genre d'exercice que vous proposez? Oui, mais c'est-à-dire que c'est plutôt le moyen que le but. C'est-à-dire qu'il est assez difficile de concevoir que l'être humain, dans son histoire, a découvert le rythme intellectuellement, vous voyez. Hein, il ne s'est pas dit un jour, tiens, il y a des chiffres, et si je multiplie 2 par 2, j'obtiens 4. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est à travers les mouvements, c'est à travers la répétition des mouvements qu'il y a des choses qui se sont découvertes. Si je répète quelque chose avec une main, j'ai une répétition. Si j'alterne mes mains, j'ai une répétition par groupement de 2. Tiens, comme c'est curieux, à travers le corps, je peux découvrir déjà des phénomènes fondamentaux du rythme. Et c'est pour ça que je voulais réintroduire le corps dans cette pratique-là. Alors, on dit que la musique adoucit les mœurs. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est vrai dans certains cas, bien entendu, pas dans tous les cas, parce que la musique peut avoir un effet déstressant. La musique peut, par exemple, au niveau du cerveau, diminuer le cortisol, qui est véritablement l'hormone du stress. Donc, ça peut diminuer et ça peut donner un état de plénitude. Et donc, c'est vrai que ça adoucit les mœurs. Dans d'autres cas, la musique associée à un phénomène social, par exemple la Révolution, on connaît bien pourquoi la Belgique est née à cause d'une musique, d'un opéra, où la Révolution française, où les chants de guerre sont là pour stimuler justement d'autres fonctions hormonales et donc d'autres comportements chez l'individu. Donc ça peut les adoucir, mais ça peut aussi renforcer une forme d'agressivité, ce qui se voit aussi dans certaines réunions avec prise d'alcool, de drogue et d'autres, ça va intervenir. Arnould. Mais il y a une constante, c'est qu'en fait, elle nous relie. Et ça, c'est important, puisqu'elle nous relie dans la Révolution, elle nous relie dans le fait de se sentir ensemble, dans le vivre ensemble aussi. Il y a un livre qui est sorti récemment d'un sociologue anglais qui explique que, par exemple, dans les pubs en Irlande, où il y a énormément de musique, à partir du moment où il y a de la musique, le rapport avec quelqu'un que je ne connais pas va être différent. Je vais spontanément, puisque nous chantons la même chose ou puisque nous écoutons la même chose, me sentir relié à cette personne que je ne connais pas nécessairement a priori. Ouais. Et comment se fait-il qu'il y a des musiques que nous apprécions et d'autres qui nous énervent profondément? Est-ce que ça touche des régions du cerveau? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Il y a plusieurs éléments, il y a beaucoup d'éléments et ça a été déjà bien défini dans pas mal d'ouvrages de psychologie de la musique. Il y a d'abord tout l'antécédent de la personne. Dans quel milieu cette personne a été éduquée, élevée. Donc le milieu dans lequel elle va, je vais dire, évoluer, va influencer ses choix, les choix musicaux. D'un pays à l'autre. Aussi, le langage musical va intervenir aussi. Il y a des musiques qui sont difficiles à écouter parce que nous n'avons pas le même alphabet. La musique arabe n'a pas le même alphabet musical. Il est beaucoup plus riche que le nôtre où nous n'avons qu'en fait que 12 notes, quoi. Donc, quelque part, ça va jouer. Il va y avoir, bien entendu, le marketing et tout ce qui va
être à l'entour d'une musique. Qu'est-ce qu'on va donner sur un musicien, sur une musique, sur l'image que l'on donne à une musique. Il y a l'aspect social qui intervient aussi. Vous savez qu'une musique, on peut se définir socialement par rapport à une musique. Si je suis rock'n'roll, je vais laisser mes cheveux plus longs, je vais porter des bottes de cuir. Donc tous ces éléments vont intervenir sur un choix d'une musique et donc vont intervenir émotionnellement sur nous aussi. Et donc pour ça, je peux adorer la musique classique, comme je peux, par exemple, détester le rock ou détester la musique classique. Voilà, il y a une notion sociale qui entre, mais une notion aussi de l'environnement de l'enfant lorsqu'il va évoluer au cours de l'âge, entre autres. Arnould Massart. Alors, je suis complètement d'accord, évidemment. Je voulais rajouter quelque chose. Il y a aussi des processus fondamentaux. Par exemple, la perception de la vitesse. On a tous des perceptions de vitesse. On va dire, tiens, ça va vite, ça va lentement. Comment ça se fait ? Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des références. À partir du moment où je me suis mis à marcher à partir d'un certain âge, petit, alors il y a une évolution, mais on considère que vers l'âge de 7 ans, l'enfant commence à avoir une marche comme un adulte, etc. Donc j'ai perçu une certaine vitesse, j'ai perçu ma vitesse de marche inconsciemment. Si j'ai eu la chance d'entendre mes battements cardiaques, j'ai perçu une certaine vitesse aussi. Si j'écoute comment parlent mes parents, comment je parle moi, je perçois aussi une certaine vitesse. Et ces vitesses-là deviennent inconsciemment des références pour moi. Et donc, par rapport à cette vitesse-là, je vais ressentir d'autres vitesses plus rapides, comme soit stimulantes, soit stressantes, ou d'autres vitesses plus lentes, comme soit apaisantes, soit agaçantes, parce que ça n'avance pas. Vous voyez ? Et donc, c'est quelque chose qu'on a tous en soi et qui est, je dirais, global, avec des teintes légèrement subjectives selon l'éducation qu'on a eue. Je vous propose de poursuivre notre conversation dans un instant. Nous allons regarder un deuxième reportage, cette fois signé par Manu Van Lier et Jean-Louis Giosse. Lady Valentine, bon, elle est née en 1988, le 25 novembre. C'était Baby Valentine à ce moment-là. Et puis un jour, j'ai été en Afrique, il n'y a pas si longtemps, et ils m'ont baptisée comme ça alors qu'on avait un projet musical avec un rappeur sur place au Bénin. Et depuis ce moment-là, j'ai gardé le nom de baptême, Lady Valentine, l'entrée dans la vie de femme. De l'autre côté du micro, il y a un écho idiot, comme un sanglot qui clame le chaos. De l'autre côté de la télé, un scénario bloqué au milieu des publicités. Les médias sont cinglés. En 2014, vous vivez une épreuve très douloureuse avec le décès de votre frère, Olivier. De quelle manière ce drame personnel vous a-t-il influencé dans le choix d'une carrière musicale ? Bon, le choix dans la carrière musicale, ça c'était depuis longtemps, depuis toute petite, c'était dans ma tête et il n'y avait pas de moyen de négocier. Mais quand il est parti, c'est vrai que le choix s'est imposé d'autant plus à moi. Et puis ça a ouvert les portes vraiment de mon écriture. J'ai vraiment commencé à libérer l'écriture et à me dire on ne vit qu'une fois, alors autant faire ce qu'on aime et à fond. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de m'amuser, de folie, de couleurs, de fantaisie. Donc dans cette énergie-là, nouvelle, je prépare voilà, quelque chose d'autre que je lui dédicacerai. Mais voilà, il est en pensée, il est tout le temps avec moi, mais il s'agit maintenant de prendre du plaisir. Je bois la tasse lassée, à la masse agacée, ta mélasse, mon précipice, ton sucre glace mes pensées, je ramasse, j'en ai assez, quand tu m'enlaces, je glisse. Est-ce qu'on peut dire que la musique permet de se relever ? Oui, en tout cas, moi, même plus que me relever, j'ai l'impression qu'elle m'a maintenue debout depuis que je suis ici. À chaque fois que j'avais des problèmes ou des difficultés à gérer, depuis toute petite, le chant m'apaise. Et c'est physiologique, c'est physique. Du coup, si en plus je peux en faire mon métier, ce serait vraiment un magnifique cadeau.
Luc Béhuir, peut-on guérir par la musique, d'après vous? Alors, je dirais que peut-être pas guérir, mais la musique peut aider est une voie de guérison à différents niveaux. On le revoit déjà, on commence déjà à faire beaucoup d'expériences avec les maladies d'Alzheimer, où des personnes ne reconnaissent pas leurs proches, et il suffit de déclencher parfois une musique bien spécifique, et du coup, ces personnes retrouvent une forme de mémoire. Donc ça, on sait qu'il y a déjà une exploitation là-dessus. Un autre élément, c'est notamment la musique qui peut être utilisée, par exemple, dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, dans les services chirurgicaux. On voit, par exemple, que le fait de faire jouer un musicien, donc qui est de la vraie musique, déjà, le fond sonore que l'on met dans les salles d'opération est tout à fait extraordinaire. Il faut continuer avec ces musiques-là. Mais parfois, faire jouer un musicien devant un malade diminue le stress chez ce musicien, et on peut remarquer qu'on peut mettre, par exemple, beaucoup moins d'antidouleurs par rapport à quelqu'un qui n'écouterait pas la musique. On peut voir aussi que ça apaise. Donc ça peut apaiser au niveau de l'angoisse et du stress. Il faut dire aussi que la musique va agir énormément sur ce qu'on appelle les centres du plaisir chez l'être humain. Donc c'est un petit noyau que nous avons dans le cerveau qui s'appelle le noyau accumbens, qui est une source de plaisir quand il y a une arrivée de dopamine dans la sexualité, le fait dans la nourriture, le fait d'ingurgiter une nourriture qu'on aime bien, ça procure un plaisir. On remarque récemment les dernières études aussi chez les joueurs, chez l'argent, mais la musique aussi intervient. Et donc, cette forme de plaisir qui vient va diminuer le stress, va faire oublier une partie de la douleur. Et on va remarquer aussi, naturellement, qu'il y a toute une série de thérapies maintenant qui se font grâce à la musique et qui peuvent améliorer notamment beaucoup des troubles du comportement, par exemple, des troubles de l'humeur. C'est un élément qui est de plus en plus, et que l'on voit maintenant grâce à l'imagerie cérébrale, on peut le voir directement, l'implication sur un cerveau, et donc c'est un fait que la musique va être une forme de médication. Et d'ici quelques années, peut-être que le médecin, à la place de vous prescrire tel antidouleur, va peut-être vous prescrire une musique d'Arnould Massart. Ou de Luc Béhuir, qui sait. Parce que ce sont des musiques, effectivement, qui font du bien. Si J'ai déjà eu des personnes qui m'ont écrit avec la musique en disant que ça leur avait fait du bien et qu'ils étaient prêts à passer à l'acte même, et que ça les a aidés à rester en vie. Ils étaient dans une crise de désespoir, et parfois la musique peut aider. J'ai eu quelques courriers, moi, c'est de la musique instrumentale, donc je suppose qu'Arnould a dû connaître des situations similaires. Oui, Arnould Massart, vous aussi, vous avez... Oui, écoutez, il n'y a pas que nous deux aussi. Il y a énormément de gens qui font des propositions musicales pour des indications tout à fait spécifiques, comme Luc Béhuir expliquait, par rapport à l'anxiété. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, par rapport à la relaxation, par rapport à la stimulation, par rapport à la conscience aussi, dans le cadre de l'anesthésie, comme il l'a dit. Il y a énormément de choses. Et je crois qu'on peut aussi rajouter une autre dimension qui est, en fait, c'est intéressant d'avoir vu le reportage et cette jeune femme qui chante et qui a perdu son frère, parce que, en fait, on s'aperçoit dans les cultures que souvent, lorsqu'il y a un rituel, lorsqu'il y a un rapport avec quelque chose qui dépasse ce monde tangible d'ici, souvent la musique est utilisée, en fait. Et donc la musique nous permet de nous relier d'une certaine manière, où elle nous conduit, elle nous aide, elle nous facilite un lien avec quelque chose qui nous échappe dans le tangible, je dirais. Mais est-ce que ça signifie, si je vous entends bien, c'est que on pourrait un jour, puisque vous êtes tous deux compositeurs, on vous demanderait, tiens voilà, pourriez-vous faire une musique contre telle angoisse, contre la peur de ceci, etc. Est-ce que c'est une commande qui pourra un jour vous arriver, vous pensez? J'ai déjà fait, oui, bien sûr. Pour de la sophrologie, notamment, quelques sophrologues m'ont demandé de faire plusieurs fois des musiques adapté spécifiquement à tel type d'anxiété. J'ai eu même l'occasion de faire de la musique sous-marine pour ça, donc un sophrologue qui travaillait avec ses clients, ses patients dans l'eau, avec un tuba qui diffusait de la musique, parce qu'on entend par les dents. Et donc, dans la musique, ils sont immergés, et même en mer, ça se faisait même en mer, et avec une certaine musique, ils pouvaient associer à cela des paroles bien spécifiques et détendre les personnes dans différentes difficultés de la vie. Oui. Et un autre exemple complètement contrastant, il y a un percussionniste américain qui s'appelle Jeff Strong, qui lui, uniquement avec des percussions, propose des programmes tout à fait spécifiques, et en particulier pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, les enfants qui souffrent de troubles de l'attention avec ou sans, comment dit-on, hyperkinésie.
aussi pour les enfants autistes. Et en fait, donc si vous voulez, il y a des programmes génériques et puis il y a des programmes plus spécifiques qui peuvent être faits, mais à ce moment-là, ça se fait pardon, à deux, ça se fait en feedback avec la personne pour laquelle on travaille. Et qu'on va proposer quelque chose, et puis d'après le feedback de la personne, on va pouvoir encore plus affiner la musique, si vous voulez. Quoi. Si on n'est pas issu d'une famille dans laquelle on a été éduqué à la musique, est-ce qu'on peut, à tout âge, quand même être éduqué à la musique ? Oui, certainement. Je pense que l'idéal, c'est avant 12 ans, pour pouvoir profiter de ces acquis au niveau du fonctionnement du cerveau pendant le reste de sa vie. Maintenant, on peut apprendre la musique à tout âge. Il y aura des difficultés quelque peu supplémentaires. Quand je donnais cours de piano, j'avais des adultes, et c'est vrai que c'est un peu plus difficile, la coordination, par exemple, de la partition avec la motricité, la psychomotricité des mains sur le clavier. Mais le bienfait est là, à tous les niveaux. Et je pense que c'est un élément auquel maintenant il faudrait sérieusement penser dans nos sociétés actuelles, c'est de mettre la musique à disposition de tous et d'une manière relativement simple et facile. Donc revoir peut-être certaines structures pédagogiques, peut-être un petit peu trop complexes, et de pouvoir de faire accéder, et dans tous les styles de musique, hein, je ne parle pas en musique classique, je pense que dans tous les styles, le rythme, la guitare, le pop, le folk, tout devrait être accessible très facilement. Il devrait y avoir une ouverture plus importante. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde. Ouais, tout à fait d'accord sur la place de la musique dans l'éducation. Je pense que ce n'est pas des gens comme nous qui vont vous dire le contraire. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on n'a pas besoin d'être musicien pour profiter de la musique. Ça, c'est très, très important aussi, parce que sinon, on finira par croire que si on n'a pas étudié la musique, on ne va pas pouvoir en profiter. Or, il y a des gens qui ont des vécus émotionnels extrêmement profonds et qui ne sont pas du tout musiciens, mais qui ont cette sensibilité à tout un tas d'éléments qu'on mettrait trop de temps à vous décrire ici, mais que la musique, qu'on peut détecter dans la musique, même si on n'est pas musicien. Mais je suppose qu'il faut avoir certains dons. Enfin, je pense à l'organiste, qui à la fois lit sa partition en clé de sol, en clé de fa, qui joue au clavier, et qui en plus il joue avec les pieds. Ça demande quand même des dons. C'est une coordination psychomotrice assez exceptionnelle. Et ça demande beaucoup de travail aussi. Le don est peut-être là, mais il y a quand même beaucoup de travail. Mais à côté de ça, il y a un organiste, et puis il y a peut-être 400 personnes qui l'écoutent. Et ces personnes-là, elles ne sont pas organistes, mais elles profitent quand même de la musique aussi. Voilà, le fait, si on ne pratique pas la musique, écouter de la musique, c'est très important. Et varier ses choix. Varier et découvrir. C'est un peu comme en peinture. On ne doit pas regarder un seul peintre. On peut regarder plusieurs artistes et ça procure des émotions. Dans la musique, c'est la même chose. Il n'y a pas que le rap, il n'y a pas que le rock, il n'y a pas que le hard ou la musique classique. Je pense que c'est le fait d'avoir un horizon, une ouverture d'esprit pour la musique va vraiment apporter, et pour tout le monde. Donc ça, c'est important. Arnould Massart, Luc Bévir, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous montrer à quel point la musique est importante dans nos vies. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez le revoir, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.